La vieille lanterne du hangar vacilla alors qu'un grondement de tonnerre déchira le ciel tourmenté de Georgina, en Géorgie. Sursautant dans son fauteuil, Monroe Harris se redressa, le cœur tambourinant contre sa cage thoracique. Ce n'était pas l'orage qui l'avait réveillé, c'était autre chose, un son, quelque chose de bien plus troublant. Une plainte, un bruit à la fois désespéré et volontaire. Il attrapa sa lampe torche et boita jusqu'à la fenêtre, ignorant la douleur familière dans son genou gauche. À travers les rideaux de pluie argentée, il aperçut une silhouette sombre, agitée, à l'orée de sa propriété. Elle creusait, encore et encore, inlassablement. Monroe plissa les yeux à travers l'averse. Un chien? Non, une chienne. Une berger allemand, le pelage imbibé de boue, strié de sang, s'acharnait avec ses pattes en lambeaux sur une parcelle de terre récemment retournée. « Seigneur Tout-Puissant » murmura-t-il. Le faisceau de sa lampe croisa les yeux de l'animal. Des yeux vifs, profonds, pleins d'une détermination presque humaine. Ce n'était pas la peur qui l'y lisait. C'était autre chose, une mission, comme si elle était venue là pour une raison bien précise. Lorsqu'elle enfonça sa gueule dans la boue pour en ressortir, un minuscule corps inerte, le sang de Monroe se glaça. Clôturez vos fenêtres, partagez ce moment, et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. Car ce qui suit, vous ne l'oublierez pas de sitôt. N'oubliez pas de laisser un j'aime si cette histoire vous a touché et partagez votre ressenti dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Bridlewood n'était pas une ville que l'on voyait sur les cartes touristiques. Perdue au creux de la campagne géorgienne, elle comptait moins de 5000 habitants. Un de ces coins reculés où chacun connaissait les secrets de tout le monde, mais où le respect de l'intimité restait une règle sacrée. La rue principale n'offrait qu'un magasin de bricolage, le café de Gloria Reese, un bureau de poste et quelques boutiques familiales qui avaient survécu aux années grâce à une obstination presque héroïque. C'était l'Amérique des poignées de main fermes, des sourires polis et des registres de présence à l'église examinés avec autant d'attention que les listes électorales. La ferme de Monroe se situait à environ 5 km du centre, sur un terrain vallonné de 15 acres, entouré de pins et de souvenirs. La maison à 2 étages avait été construite par son grand-père, brique après brique. Le vieux hangar rouge à l'arrière avait été transformé, 2 décennies plus tôt, en clinique vétérinaire. C'était là que Monroe avait monté son petit cabinet lorsqu'il avait quitté la chambre d'amis pour offrir plus d'espace à ses patients à 4 pattes. Aujourd'hui, cette clinique appartenait davantage à sa fille, Clara, qu'à lui. À 65 ans, il refusait pourtant de raccrocher entièrement sa blouse. Son corps portait les marques du temps et plus encore de l'histoire. Son genou gauche, foutu par une mission au Laos en 1969, lui hurlait dès que la pluie menaçait. Ses cheveux sable avaient viré argent depuis longtemps, et les sillons autour de ses yeux parlaient d'une vie de blessures, physique comme invisible. 6 mois plus tôt, ces mêmes yeux avaient vu sa femme Margaret rendre son dernier souffle après un combat acharné contre un cancer. Depuis ce jour, ils avaient perdu une part de leur éclat. Clara Harris, 38 ans, avait hérité de la rigueur de son père et de la lucidité de sa mère. Un divorce douloureux, 5 ans auparavant, l'avait laissée seule pour élever son fils tout en reprenant les rênes de la clinique. Elle s'inquiétait pour Monroe, sa solitude, ses cauchemars persistants, cette douleur silencieuse qui semblait l'éroder de l'intérieur. Le shérif du coin, Ronald Tilley, était l'ami d'enfance de Monroe. À 60 ans, son allure avait ramolli avec le temps, mais son autorité demeurait inébranlable. Il faisait respecter la loi avec un équilibre rare entre fermeté et discernement. Parmi les membres du conseil municipal, le plus vocal restait Byron Ashcroft, un ancien gestionnaire bancaire de 67 ans, obsédé par les budgets publics. Il avait toujours voté contre toute forme de financement pour la fourrière locale. Aucun d'eux n'aurait pu prévoir qu'une chienne ensanglantée changerait bientôt leur destin collectif. Monroe courait à travers la boue, ses bottes glissant à chaque pas, la pluie lui martelant les épaules, son genou criait sa révolte, mais il ne s'arrêta pas. L'instinct, celui qu'on n'oublie pas, même un demi-siècle après avoir soigné des blessés au front. La chienne grogna lorsqu'il s'approcha, pas une menace, un avertissement. Son corps affaibli se recourbait autour du petit être qu'elle avait extirpé de la terre. « Doucement, ma belle » dit Monroe, sa voix plus calme qu'il ne se sentait. Il s'agenouilla lentement, offrant à la fois sa présence et une distance prudente. Le faisceau de la lampe révéla l'état de l'animal.
des lacérations profondes sur les flancs, des brûlures, probablement de cigarettes, sur le ventre, une oreille à moitié arrachée et une patte arrière qui pendait à un angle inquiétant. Mais ce furent ses yeux qui le frappèrent le plus. De l'intelligence, voilée par la douleur, mais animée d'une volonté farouche. Le petit corps près d'elle bougea faiblement. Un chiot, pas plus de 3 semaines, le poil gris, trempé, collé par la boue et le sang. Monroe tendit la main, s'arrêtant lorsque la chienne grogna plus fort. « Je comprends » murmura-t-il, « tu as traversé l'enfer pour les protéger. Mais ils ont besoin de soins maintenant. Je suis vétérinaire. Peut-être fût-ce le ton, ou bien une intuition propre au chien. » Mais le grognement s'atténua. Elle ne le quitta pas des yeux lorsqu'il toucha délicatement le chiot. Il était vivant, à peine, en hypothermie, la respiration irrégulière. Puis Monroe remarqua que la zone de terre remuée s'étendait bien au-delà de ce que la chienne avait déjà dégagé. Quelque chose le poussa à attraper un petit outil de jardin oublié près du potager. La chienne le regardait, sans le quitter du regard, alors qu'il creusait à ses côtés. À une quinzaine de centimètres de profondeur, le métal heurta quelque chose de mou. Un deuxième chiot, puis un troisième. La chienne gémit, grattant faiblement à côté de lui. En quelques minutes, Monroe déterra 5 chiots. 2 étaient déjà morts, les autres dans un état critique. « Quelqu'un a voulu les enterrer vivants ?» souffla-t-il, la rage bouillonnant sous sa peau. Rapidement, il retira sa chemise trempée et y enveloppa les 4 survivants pour conserver leur chaleur. La mère tenta de se lever. Elle chancela, puis se redressa, titubant, refusant d'être séparée de ses petits. Monroe comprit. Il avait vu cette même détermination chez des soldats refusant d'abandonner leurs camarades blessés. « Allez, ma belle !» dit-il en ramassant les chiots. « On rentre ?» Le trajet jusqu'à la maison fut lent, presque douloureux à observer. La mère chienne boitait, s'arrêtant tous les quelques pas, le souffle court, le corps meurtri par la douleur. 2 fois, elle s'effondra dans la boue, et 2 fois, elle se redressa, portée uniquement par une force intérieure qui dépassait l'épuisement. Elle ne quittait pas des yeux la chemise détrempée dans les bras de Monroe, celle qui contenait ses petits. Ce n'était pas simplement de l'instinct maternel, c'était de l'amour, de la résilience, une promesse silencieuse qu'elle ne laisserait plus personne leur faire de mal. À l'intérieur, Monroe installa les chiots sur une vieille couverture près du poêle de la cuisine. Il monta la température, tâchant de recréer un cocon de chaleur pour les petits corps tremblants. La chienne s'écroula à côté d'eux, haletante, sa respiration sifflante trahissant à la fois la douleur et l'épuisement. À la lumière crue de la cuisine, son état apparut encore plus alarmant que dans la nuit. Celui qui lui avait fait ça ne s'était pas contenté de la frapper. C'était une méthode, une torture infligée avec cruauté et calcul. Les mains tremblantes, Monroe attrapa son téléphone et composa le numéro de sa fille. Il savait qu'elle dormait, mais il n'avait pas le luxe d'attendre. « Papa ?» répondit-elle après 2 sonneries, la voix ensommeillée. « Il est 3 heures du matin. Clara, urgence à la clinique, 5 patients, 4 encore en vie, c'est sérieux. » 21 minutes plus tard, les phares de la voiture de Clara balayèrent l'allée. Entre-temps, Monroe avait transporté la chienne et les chiots jusqu'à la clinique dans le hangar rénové. Il avait commencé les premiers soins, couverture chauffante, fluide sous-cutané pour les chiots les plus faibles. La mère refusait tout traitement tant qu'elle ne pouvait pas voir ses petits, alors il les avait gardés dans son champ de vision. Clara entra, les cheveux mouillés par la pluie, son manteau trempé. Elle s'arrêta net en découvrant la scène. « Seigneur !» souffla-t-elle. « Trouvés au bord du terrain !» expliqua Monroe d'une voix contenue. « Enterrés vivants, la mère est venue les déterrer de son mort. » Clara se mit immédiatement au travail, passant d'un chiot à l'autre, ses gestes précis malgré la colère qu'elle ne dissimulait pas. Berger allemand, femelle, environ 4 ans, énonça-t-elle comme à ses étudiants. Contusions multiples, lésions ouvertes, brûlures, clairement intentionnelles, sur l'abdomen et l'intérieur des cuisses, au moins 3 côtes cassées, fracture de la patte arrière gauche, déshydratation sévère, malnutrition chronique, antécédents visibles de multiples portées. Elle releva les yeux vers son père. Elle a servi de machine à reproduction. Monroe acquiesça, les mâchoires serrées. Les chiots ? Clara soupira, examinant chacun d'eux avec attention. 3 semaines, peut-être un peu moins. Il devrait encore téter. Celui-ci... Elle désigna le plus petit, le premier que Monroe avait trouvé. Il ne passera pas la nuit sans un miracle. Alors on va lui offrir un miracle, répondit Monroe sans hésiter. Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures. Antibiotiques, nettoyage des plaies, pose d'une attelle sur la patte fracturée,
La mère chienne ne bronchait pas, observant chacun de leurs mouvements avec une vigilance constante, tolérant leurs gestes, mais sans jamais vraiment se détendre. Lorsque l'aube pointa à travers les fenêtres embuées du hangar, Monroe murmura « Elle mérite un nom ». Clara, en train de compléter un dossier, répondit sans hésiter « Nova », comme une étoile qui renaît dans l'obscurité. Monroe hocha la tête, ça lui allait parfaitement. À 7 heures du matin, Nova dormait enfin. Pas profondément, mais assez pour que son souffle soit plus régulier. Elle avait tenté de résister à l'endormissement quand ils avaient déplacé les chiots hors de portée. Alors Monroe les avait tous regroupés à côté d'elle, même ainsi, elle gardait un œil ouvert. Une mère en veille, une soldate en repos conditionnel. Le chiot le plus faible, celui que Clara avait désigné comme condamné, montrait de faibles signes d'amélioration. Monroe resta assis sur un tabouret près de lui, une main posée doucement contre le flanc intact de Nova. « J'appelle le shérif » dit Clara en attrapant son téléphone. Ce qu'ils lui ont fait est criminel. Le shérif Ronald Tilley arriva peu après 8 heures, un thermos de café à la main. Son visage se durcit dès qu'il aperçut les blessures de Nova. « Bon sang, souffla-t-il, accroupi pour examiner les brûlures. J'en ai vu des horreurs, mais ça... » « Il faut qu'on retrouve celui qui a fait ça, » lança Monroe, sa voix calme mais dure comme la pierre. « Je ferai tout dans les règles, » répondit Ronald. « Cruauté animale, tentative de destruction de vie. On parle de délit au grave. » Il prit des photos, des échantillons de terre du lieu de la découverte et même des prélèvements sous les griffes de Nova, espérant y trouver de l'ADN. Avant de partir, il posa la main sur la poignée de la porte et ajouta « Monroe, tu sais que le protocole exige que ces chiens soient confiés à la fourrière du comté. « Il faudra me passer sur le corps », répondit-il sans hausser le ton. Ronald soupira. « C'est bien ce que je pensais que tu dirais. Je vais inscrire qu'ils reçoivent des soins d'urgence d'un vétérinaire agréé. Ça te donne un peu de temps. » Avant midi, la rumeur s'était répandue dans Bridlewood. Gloria Rice, la patronne du café local, arriva avec des casseroles de ragoût et du pain de maïs. « Pour vous donner des forces », dit-elle, la voix tremblante en voyant Nova. 2 ados du club 4H proposèrent de surveiller les chiots en alternance. Même Byron Ashcroft fit un détour en voiture, restant cependant à l'intérieur, l'air sévère, observant l'agitation autour de la clinique. Alors que le jour s'étirait, Clara tira son père à l'écart. « Papa, je dois te dire quelque chose que tu ne voudras pas entendre. » Monroe se raidit. Il savait ce qui allait suivre. Ce petit chiot, et peut-être même Nova, le plus humain serait peut-être de « non ». Le mot claqua plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Pas d'euthanasie, pas tant qu'il ne souffre pas sans espoir. Mais il la coupa du regard. Nova, malgré la fatigue, malgré les blessures, avait bu un peu d'eau dans une gamelle que Clara lui avait tenue. Elle refusait de manger, mais ne perdait jamais ses petits de vue. Elle ne les a pas abandonnés, dit-il doucement. Alors moi non plus. Clara reconnut cette expression sur le visage de son père. La même qu'il avait eue lorsque les médecins leur avaient suggéré de mettre Margaret sous soins palliatifs. Quand Monroe Harris prenait une décision, rien ni personne ne pouvait l'en détourner. « Très bien », souffla-t-elle, « mais on le fait bien. Surveillance 24 heures sur 24, et si ça tourne mal, on agit. » Monroe acquiesça. « Je reste avec eux cette nuit. » Quand elle partit, il s'installa dans l'ancien fauteuil inclinable réservé aux urgences nocturnes. Dans le silence, rythmé par les gémissements des chiots et la respiration hachée de Nova, quelque chose céda en lui. Pour la première fois depuis les funérailles de Margaret, il pleura. Pour cette chienne qu'il venait de rencontrer, pour ce qu'elle avait enduré, et peut-être aussi pour cette partie brisée de lui-même qu'elle venait tout juste de réveiller. La semaine suivante s'écoula dans un tourbillon de nuits sans sommeil et de petites victoires. Monroe avait installé un vieux lit de camp dans un coin de la clinique, refusant de quitter Nova et ses chiots plus de quelques minutes. Clara passait chaque matin pour vérifier les traitements, forcer son père à avaler autre chose que du café et à porter des vêtements propres. Le reste du temps, c'était lui qui gérait tout. La réhydratation, les soins des plaies, le nettoyage, les couvertures, les pipettes. Il était vétérinaire depuis 40 ans, mais rien de ce qu'il avait connu ne ressemblait à cette épreuve. Nova surprit tout le monde par sa résilience. Dès le 3e jour, elle accepta de la nourriture de la main de Monroe, du riz tiède et du poulet haché préparé avec soin par Clara. Ses blessures cicatrisaient lentement, mais sûrement. Toutefois, le traumatisme psychologique laissait des traces plus profondes. Elle sursautait au moindre bruit, refusait tout contact avec des inconnus, et se méfiait farouchement de toute main autre que celle de Monroe. Les chiots, eux, grandissaient. Ils commençaient à se différencier. Le plus costaud, un mâle au poitrail blanc, fut baptisé Ranger.
Deux femelles au motif presque identique devinrent Daisy et Willow. Le plus petit, le premier retrouvé, restait le plus fragile. Il était si mince, si tremblant, que Clara eut d'abord refusé de lui donner un nom de peur de s'attacher. Mais Monroe, lui, l'avait déjà appelé Chance, parce qu'il n'aurait pas dû survivre et parce qu'il s'accrochait avec une ténacité qui inspirait le respect. Un matin, alors que Clara auscultait Chance, le stéthoscope contre sa minuscule poitrine, elle fronça les sourcils. Son souffle est irrégulier, le souffle au cœur s'aggrave. Il va falloir consulter un spécialiste. Une chirurgie probablement. Monroe fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à retrouver le souvenir précis. « Tu as assez pour un mandat ?» demanda-t-il. « Pas encore, » admit le shérif. « Des traces dans la terre, ce n'est pas suffisant. Mais je construis un dossier. J'ai parlé au service de contrôle animalier du comté voisin. Ils ont reçu plusieurs plaintes sur un éleveur illégal qui correspond à notre profil, mais jamais assez de preuves pour intervenir. » Nova, allongée dans un coin de la clinique, redressa soudain la tête. Ses oreilles s'agitèrent. Elle fixa le shérif, puis un grognement bas s'échappa de sa gorge. « Elle comprend plus que ce qu'on imagine, » dit Monroe, posant la main sur l'épaule de la chienne pour la calmer. Le soir venu, Clara revint à la clinique avec une idée. À propos de la chirurgie de Chance, Gloria veut organiser une collecte. Un dîner spaghetti à la salle des fêtes, une vente aux enchères silencieuse. Elle dit que la ville est prête à aider. Monroe haussa un sourcil sceptique. « Tu crois que les gens vont donner pour un chiot qu'ils n'ont jamais vu ? Ils l'ont déjà fait pour maman, » rappela Clara doucement. « Les voisins qui tonduaient la pelouse sans qu'on demande. Les repas laissés devant la porte. Ils t'aiment chez papa. Et Nova, c'est une histoire qui les touche. » Monroe aurait voulu répliquer, mais il savait que sa fille avait raison. Les factures médicales de Margaret avaient grignoté toutes leurs économies, malgré l'assurance. Et la clinique rapportait à peine de quoi couvrir les frais et payer les employés. Il finit par hocher la tête. « D'accord, mais Chance a besoin de cette opération dans les 2 semaines. Il faut faire vite. » Gloria, comme toujours, se révéla être une force de la nature. En 48 heures, des affiches intitulées « Sauvons Chance » apparurent dans toutes les vitrines de Bridlewood. Le journal local publia un article en première page sur la découverte de Nova. Clara mit en place une campagne en ligne qui dépassa rapidement les frontières du comté. La page fut partagée plus de 200 fois en une journée. Le soir du dîner, 5 jours après la tempête, Monroe se résigna à enfiler une chemise propre. Il n'avait pas quitté la propriété depuis l'arrivée de Nova. Il hésitait encore à s'éloigner. « Ils sont stables pour quelques heures », assura Clara, devinant son inquiétude. « Madame Kellerman reste avec eux. Elle a élevé des bergers allemands pendant 20 ans. Elle sait ce qu'elle fait. » Le dîner avait lieu dans la salle communautaire à côté du café de Gloria. L'endroit avait été métamorphosé. Des guirlandes lumineuses et des empreintes de pâtes peintes à la main décoraient les murs. Des tables couvertes d'objets à vendre, quilts faits maison, bons pour des excursions de pêche, tableaux offerts par les artistes locaux, attiraient les curieux. « Voilà notre héros », lança Gloria en apercevant Monroe à l'entrée. Il sentit ses joues s'échauffer. Les applaudissements lui donnaient envie de disparaître dans un trou de souris. Il leva une main timide, gênée. Un journaliste du Bridlewood Gazette s'approcha. « Monsieur Harris, pouvez-vous nous raconter la nuit où vous avez trouvé Nova ?» Nos lecteurs sont fascinés. Mais avant qu'il puisse répondre, un homme grand et impeccablement vêtu s'avança. « Bonsoir, Harris. Belle agitation que vous avez provoquée. » Il tendit une main. « Dean Ramsay. » De près, Ramsay semblait plus jeune que ses 45 ans. Peau hâlée, cheveux foncés, aux tempes à peine grisonnantes, sourire figé comme s'il avait été appris dans un manuel. Sa poignée de main était ferme, trop peut-être. Monroe sentit immédiatement un froid au creux du ventre. « Je ne pensais pas vous voir ici, » dit-il. « Comment manquer un tel événement ? Je suis un amoureux des animaux, vous savez. 3 labradors chez moi, tous de lignée premium. » Clara arriva à la rescousse. « Papa, ils veulent que tu dises quelques mots avant le repas. » En se dirigeant vers l'estrade installée pour l'occasion, Monroe sentit le regard de Ramsay dans son dos. Un regard trop intense pour être anodin. Il parle peu, juste assez pour rappeler que Nova était la véritable héroïne de cette histoire, que Chance méritait une nouvelle chance, que dans un monde parfois dur, la compassion restait une arme puissante. Le dîner se déroula dans une ambiance chaleureuse et un peu chaotique, à l'image de Bridlewood.
Tous les plats de spaghettis furent vendus en moins d'une heure. Les enfants couraient entre les tables avec des bandanas sauvons chance noués autour du cou et les enchères silencieuses dépassèrent rapidement toutes les prévisions. La fameuse tarte aux noix de pécan de Gloria partit pour $130. Un bon pour une leçon de pêche privée avec le shérif Tilley atteignit 250. La salle était pleine d'éclats de rire, de sourires et d'une sorte d'unité silencieuse qu'on ne trouve que dans les petites villes qui ont appris à s'entraider. Puis Gloria se leva, tapant doucement sur son verre avec une fourchette. « Mesdames et messieurs, j'ai une annonce. Nous venons de recevoir une offre de don équivalent. Cela veut dire que chaque dollar donné ce soir sera doublé. » Elle marqua une pause théâtrale, puis ajouta « Grâce à la générosité de l'un de nos entrepreneurs les plus prospères. » Elle désigna Dean Ramsay. L'assistant s'applaudit. Ramsay répondit par un sourire modeste, le genre de sourire qui semblait calibré pour les caméras. Monroe, lui, le regarda avec une méfiance grandissante. « C'est plutôt généreux, » murmura Clara à son père. « Trop généreux, » répondit-il. « Quel est son objectif ? Tu crois qu'il a une arrière-pensée ? J'en suis persuadé. » Il l'observa tandis que Ramsay passait de table en table, serrant des mains, posant pour des selfies, parlant aux membres du conseil municipal, avec cette aisance qu'ont les gens entraînés à manipuler les foules. À la fin de la soirée, le montant récolté dépassait les $12 000. Avec le don équivalent de Ramsay, cela suffisait à couvrir la chirurgie de chance et ses soins post-opératoires. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Ramsay s'approcha à nouveau, toujours aussi souriant. « J'aimerais beaucoup passer voir ces chiots demain. Je songe à en adopter un quand ils seront prêts. » Monroe sentit un frisson parcourir son dos. « Ils ne seront pas prêts avant plusieurs mois et nécessiteront un processus de sélection rigoureux. »« bien sûr, répondit Ramsay, tout sourire. « Mais je serais ravi de venir les voir. »« Demain après-midi, peut-être ?» Avant que Monroe n'ait le temps de refuser poliment, Clara répondit « D'accord, disons vers 14 heures. La clinique est dans la grange derrière la maison de mon père. » Sur le trajet du retour, Monroe était silencieux. Clara, au volant, jeta un coup d'œil vers lui. « Papa, il vient de donner $12 000. On ne peut pas lui refuser une visite. »« Tu ne vois pas ce que je vois, » répondit Monroe, les yeux rivés à la nuit noire. À leur arrivée, Madame Kellerman les attendait sur le pas de la porte de la clinique, un tricot à la main. Nova se redressa immédiatement en voyant Monroe, sa queue battant faiblement la couverture. « Elle a été un ange, » dit Madame Kellerman. Elle a même pris ses médicaments sans protester. Mais elle ajouta, plus doucement, « Le plus petit, il a eu une mauvaise passe il y a environ 1 heure. Sa respiration est devenue très irrégulière. J'allais vous appeler quand il s'est calmé. » Monroe s'approcha immédiatement. Chance était toujours faible, mais il respirait. À peine. Il prit une profonde inspiration, s'agenouilla et lui parla doucement. « Tiens bon, petit gars, l'aide arrive. » Cette nuit-là, alors que la pluie recommençait à tambouriner sur le toit de tôle, Monroe rêva de Margaret. Ils étaient dans leur jardin, celui qu'elle avait tant aimé, entouré de lavandes et de rosiers. Elle souriait, en pleine santé, ses cheveux ramenés en chignon, sa main serrée dans la sienne. « Tu dois te souvenir, Monroe, » disait-elle. « Me souvenir de quoi ?» Mais déjà, elle s'éloignait, fondue dans la brume. Il se réveilla en sursaut. Nova était là, debout à côté de son lit de camp, ses yeux plantés dans les siens. Dans la pénombre, il eut l'impression qu'elle essayait de lui dire quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» murmura-t-il. Nova tourna la tête vers la fenêtre, les oreilles tendues, un grognement sourd naissant dans sa gorge. Dehors, Monroe se leva lentement, sa main posée sur l'armoire contenant les fournitures de médical. Le projecteur de sécurité était allumé, mais le jardin semblait vide. Rien de visible, rien de clair. Pourtant, Nova ne lâchait pas la fenêtre des yeux. Il y avait quelque chose, il le sentait. Un malaise sourd s'était installé dans sa poitrine. Un avertissement silencieux. Une intuition aiguisée par des années de service militaire et parce que Nova représentait désormais pour lui. Le matin suivant, Clara entra avec un plateau de café et de toast. « La chirurgie est prévue pour demain matin, » annonça-t-elle. « Je conduirai Chance à Southwood ce soir pour être sur place à la 1re heure. Je devrais t'accompagner. » Non, elle était douce mais catégorique. « Nova a besoin de toi ici. Elle tolère à peine que je touche au chiot et elle ne laissera certainement pas Madame Kellerman s'en occuper si tu n'es pas là. » Elle marqua une pause. « Et tu es épuisé, papa. Tu n'as pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis 1 semaine. » Monroe tenta une blague. « Depuis 1972 probablement. » Elle ne sourit pas. Elle n'aimait jamais ces blagues sur la guerre. « Doug a appelé ? » Pas encore. Il travaille toujours sur le dossier contre Ramsay. «
Mais il y a des blocages. Des gens bien placés dans le bureau du commissaire du comté essaient de ralentir les choses. Monroe grogna. Il n'était pas surpris. Ramsey avait de l'influence. Son entreprise de paysagisme travaillait pour les résidences les plus chères des 3 comtés environnants. Et il courait la rumeur qu'il préparait une campagne pour le Sénat local. Ils passèrent la matinée à donner les traitements, à nourrir les chiots et à masser la patte de Nova pour entretenir sa mobilité. La chienne récupérait vite, trop vite même. Elle posait déjà un peu de poids sur sa patte brisée, malgré les prédictions pessimistes de Clara. Puis le téléphone sonna. Clara décrocha. Son visage passa d'une expression neutre à une inquiétude visible. « C'est Doug », dit-elle en tendant le combiné à son père. « Il veut te voir, à la morgue du comté. »« La morgue ?» Il ne veut pas en parler par téléphone. Une demi-heure plus tard, Monroe traversait les couloirs immaculés du centre médico-légal du comté de Westfield. Son genou grinçait à chaque pas à cause de l'humidité, mais il ne ralentissait pas. L'appel de Doug l'avait secoué. Le shérif l'attendait devant une porte au fond du couloir, l'air plus grave que d'habitude. « Merci d'être venu », dit-il à voix basse. « Ce que je vais te montrer n'a pas encore été intégré à une enquête officielle. Le médecin légiste nous fait une faveur. » Ils entrèrent dans une salle d'autopsie, où une femme d'âge moyen, en blouse, les accueillit d'un hochement de tête. Dr Karen Leeds, légiste du comté depuis 11 ans. Elle ne perdit pas de temps en formalités. « J'ai besoin de votre avis, monsieur Harris », dit-elle sans préambule. « Ce que nous avons trouvé pourrait vous concerner. » Elle souleva délicatement le drap recouvrant un corps sur la table d'acier. Un chien. Berger allemand, mâle, sa robe noire et feu, rappela immédiatement quelque chose à Monroe. Mâle, environ 5 ans, énonça la docteur Leeds. Trouvé dans un fossé par une équipe de voirie. Cause du décès, traumatisme crânien violent. Mais ce n'est pas la seule chose qui m'a interpellé. Elle écarta les poils du cou du chien, révélant une zone rasée. Un tatouage, une série de lettres et de chiffres terminés par un sigle reconnaissable. USMWD. Monroe sentit son estomac se nouer. Chien militaire en service. Exactement, confirma la légiste. Ces chiens sont enregistrés, suivis. Ils ne disparaissent pas. Quand ils prennent leur retraite, il y a tout un processus. Quelqu'un l'a volé, murmura Monroe. Et s'il avait raison, alors Nova aussi. On doit vérifier son coup, déclara-t-il aussitôt. De retour à la clinique, alors que Nova recevait son traitement de l'après-midi, Clara rasait délicatement une zone de son cou. Et là, sous la lumière crue de la lampe opératoire, apparut le même type de tatouage. AK9 142 USMWD. Clara recula les yeux écarquillés. C'est pour ça qu'elle réagit si vivement au bruit, qu'elle se place toujours entre les chiots et la porte. Elle est entraînée, formée. Et si elle a été volée, ça explique ses blessures. Mais Monroe avait une autre pensée en tête. Un souvenir brumeux. Margaret lui parlant d'un programme de chiens d'assistance pour vétérans. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, la porte de la clinique s'ouvrit. Dean Ramsey se tenait dans l'entrée. Impeccablement habillé malgré la chaleur, un appareil photo haut de gamme autour du cou. « J'espère que je ne suis pas trop en avance ?» dit-il avec son sourire de façade. « Je pensais immortaliser ces chiots pour notre site de dons. » Nova, bien que sous sédatif léger, se redressa aussitôt. Son grognement monta dans sa gorge comme un tonnerre lointain. Ce n'était pas le grognement d'alerte qu'elle réservait aux inconnus. C'était un son primal, viscéral, de haine. Clara s'interposa rapidement. « Elle est très protectrice. Il vaut mieux garder vos distances. » Ramsey acquiesça, toujours souriant. Il leva son appareil pour prendre quelques clichés à distance, mais Monroe le fixait. Ce n'était pas un homme curieux, c'était un homme en mission. Il observait la clinique comme un plan, notait les portes, les équipements. Il évaluait. « Impressionnant ce que vous avez fait ici », déclara-t-il. « La plupart des gens auraient confié ces chiens à la fourrière. » « La plupart des gens ne sont pas vétérinaires », répondit Monroe le ton neutre. Ramsey regarda à nouveau Nova. « Les bergers allemands sont des créatures loyales, très utiles. J'ai toujours admiré cette race, savoir rester à sa place dans la hiérarchie. » Il s'avança d'un pas. Nova bondit. Malgré sa patte blessée, malgré les médicaments, elle se dressa sur ses pattes, entre lui et ses chiots, les crocs visibles sous ses babines retroussées. Monroe tendit la main calmement, reculé, sans geste brusque. Ramsey obéit, mais Monroe vit dans ses yeux autre chose que la peur, de la reconnaissance, comme si cette réaction confirmait une hypothèse qu'il avait déjà. Nova venait de révéler son passé. « Peut-être une autre fois ?» dit-il, souriant toujours, en s'éloignant, quand elle sera plus calme. Après son départ, Monroe resta de longues minutes à parler doucement à Nova, posant une main sur sa tête,
la rassurant jusqu'à ce qu'elle se détende à nouveau. Clara vérifia rapidement son pansement. Elle n'a jamais réagi comme ça, pas même aux inconnus plus intrusifs. Elle l'a reconnu, dit Monroe d'une voix rauque, ou son odeur. Tu ne crois quand même pas que Ramsay est impliqué dans « Je n'ai aucune preuve, mais je sais ce que j'ai vu, et je sais ce que Doug m'a montré ». Ce soir-là, Clara prépara Chance pour son transfert. Le petit chiot était placé dans un caisson spécial de transport, avec des sondes, un moniteur cardiaque et des couvertures chauffantes. Clara avait tout emprunté à une amie vétérinaire d'un hôpital d'urgence à Southwood. « Appelle-moi dès que tu arrives », insista Monroe, et après l'évaluation préopératoire. Promis, elle posa sa main sur l'épaule de son père. « Essaie de dormir, d'accord ? Tu ne sers à rien si tu t'effondres. » Une fois seule avec Nova et les 3 chiots restants, Monroe sentit le vide laissé par l'absence de Chance. Même Nova semblait perturbée, vérifiant régulièrement la caisse chauffante où il avait dormi jusque-là. « Il reviendra ?» murmura Monroe. Clara veille sur lui. Plus tard dans la nuit, alors qu'un silence presque pesant régnait sur la clinique, son téléphone vibra. C'était Clara. « Tout va bien ?» demanda-t-il immédiatement. « Chance est stable. Ils l'ont admis aux soins intensifs. L'opération est prévue pour 9 heures. » Elle marqua une pause. « Mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. »« Quoi alors ? J'ai fouillé dans les anciens fichiers de maman. Tu te souviens de ces dossiers de bénévolat au centre pour vétérans ? Bien sûr. J'ai trouvé un bulletin d'information daté d'il y a 3 ans. Il y a une photo, une séance de thérapie, et en arrière-plan, « Papa, je suis quasiment sûr que c'est Nova. » Monroe se figea. « Tu es certaine ? » Même tache blanche sur la poitrine. Et l'article mentionne un programme pilote, des chiens pour les vétérans atteints de stress post-traumatique. Le directeur du programme s'appelait Dean Ramsay. Tout devint clair, le nom, la voix, le regard de Nova. Et le souvenir de Margaret, inquiète à propos de ce programme. « Clara, écoute-moi bien. Ne parle à personne de Nova là-bas. Pas même au personnel. Ramsay est plus dangereux qu'on ne le pensait. » Le téléphone encore à l'oreille, Monroe se leva brusquement de son vieux fauteuil de la clinique. Il s'approcha de la vitrine, scrutant la nuit noire à travers le rideau de pluie fine. Son cœur battait trop vite, pas seulement à cause de l'inquiétude pour Chance, mais aussi à cause de ce nom. Dean Ramsay. Tout dans cette histoire prenait un sens nouveau et terriblement inquiétant. Il raccrocha, appuya une main sur le rebord de l'évier en inox et prit une longue inspiration. Nova l'observait depuis son tapis. Elle ne dormait pas. Elle ne dormait jamais profondément, comme s'il lui manquait un endroit où se sentir vraiment en sécurité. Un foyer. « Tu le connaissais déjà, hein ?» murmura Monroe. « Ce Ramsay, il n'est pas seulement un danger, il est ton passé, et il est revenu pour te reprendre. » Il alla fouiller dans une boîte de dossiers que Margaret avait laissée dans le grenier, où elle avait tout gardé, méthodiquement, année après année, coupures de journaux, brochures d'associations, documents de soutien aux vétérans. Il y trouva le bulletin dont parlait Clara. La photo était en noir et blanc, légèrement floue, mais il n'y avait aucun doute possible. Nova était là, couchée à côté d'un vétéran en fauteuil roulant, la tête posée sur ses genoux, et derrière eux, souriant à la caméra, Dean Ramsay, un badge autour du cou, une phrase manuscrite était griffonnée au stylo bille en bas du papier, trop intense pour certains. Ce chien ne supporte pas les ordres déplacés. Demandez à en discuter. Monsieur Monsieur pour Margaret. Monroe sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait été aveugle. Tout ce temps, la réponse était là, dans les archives que sa propre femme avait constituées. Nova n'était pas qu'une survivante. Elle était une ancienne soldate, un chien d'élite. Et on avait tenté de la faire taire comme un vulgaire rebut. Lui faire creuser la tombe de ses propres petits, c'était une vengeance, ou pire, une mise en scène. Il redescendit au cabinet vétérinaire à pas lents. Le vieux parquet craquait sous ses bottes, mais Nova ne broncha pas. Elle était toujours en alerte, les yeux mi-clos, mais l'oreille attentive. Monroe s'agenouilla devant elle et cette fois, il lui parla autrement. « Tu n'es pas un simple chien. Tu es une ancienne combattante. Comme moi. Et je jure devant Dieu que ce qu'ils t'ont fait ne restera pas impuni. » Nova cligna doucement des yeux. Puis, comme mue par une émotion difficile à nommer, elle posa sa tête contre la poitrine de Monroe, un geste lent, presque humain. Il resta là, à genoux, les bras autour de ce corps cabossé, protecteur et fragile à la fois. Le lendemain matin, alors que la lumière perçait à peine les rideaux de la clinique, Monroe reçut un appel de Clara. Sa voix tremblait. « Ils ont réussi, papa. L'opération est terminée. Chance est en soins intensifs. Mais il respire seul. »
Monroe ferma les yeux, un instant submergé. « Merci, ma fille. Merci d'avoir tenu bon. C'est lui qu'il faut remercier. Il s'est battu comme un guerrier. » Plus tard, ce jour-là, alors que Monroe nettoyait les cages des chiots, il entendit une voiture se garer devant chez lui. Il se redressa, essuya ses mains et sortit sur le perron. Une berline noire, vitre teintée, 2 hommes en costume en sortirent. « Monsieur Harris ?» demanda le premier en montrant un badge. « Agent spécial Whitaker. Voici l'agent Hall. Bureau de la sécurité intérieure. Nous avons quelques questions concernant un animal placé sous votre garde. » Monroe les laissa entrer sans les quitter des yeux. Il savait que mentir à des agents fédéraux n'était pas une option, mais dire toute la vérité pourrait mettre Nova en danger. Il choisit donc une voie prudente. « Il y a plusieurs animaux sous mes soins. Vous devrez être plus précis. » L'agent Hall s'approcha de la table d'examen. Une chienne berger allemand, tatouage militaire, AK-9 142. Monroe ne répondit pas. Les 2 agents se regardèrent. Cette chienne faisait partie d'un programme classé de détection comportementale et d'intervention précoce. Elle a été signalée comme perdue en service il y a 18 mois. Mais d'après les rapports, sa disparition n'était pas accidentelle. Elle a été volée? Officiellement non. Officieusement, disons qu'elle n'était plus utile pour certains. Trop autonome, trop imprévisible. Monroe sentit sa colère monter. Donc, on a préféré l'enterrer, avec ses chiots. Les agents restèrent silencieux. Puis Whitaker ajouta « Nous enquêtons sur Dean Ramsey depuis 2 ans. Trafic de chiens militaires, falsification de dossiers, élimination de témoins. Mais il est protégé, très protégé. Pourquoi venir à moi maintenant? Parce qu'il sait où elle est. Et il ne va pas attendre longtemps avant d'agir. » Ils laissèrent une carte, une ligne directe et un conseil. Ne restez pas seul et gardez cette chienne à l'abri. Dès leur départ, Monroe verrouilla toutes les portes. Il renforça même la trappe de la cave. Il savait que Ramsey n'allait pas s'arrêter là. Il connaissait ce genre d'homme. Il en avait affronté pendant la guerre. Des hommes pour qui les vies ne comptaient pas. Seule la domination importait. Et Nova était une menace pour lui, parce qu'elle se souvenait. Lorsque Clara revint de Southwood ce soir-là, elle trouva son père installant une caméra de surveillance derrière l'étable. « Papa, tu veux bien m'expliquer pourquoi notre maison ressemble à un bunker ?» Il lui raconta tout, les agents fédéraux, les archives de Margaret et Nova, ce qu'elle représentait, ce qu'elle savait. À la fin de son récit, Clara resta muette. « Je vais contacter un avocat, dit-elle enfin, et l'équipe de la chaîne locale, cette histoire doit sortir. » Mais Monroe posa une main sur son bras. « Pas encore. Si on la rend publique maintenant, Ramsey fera disparaître toutes les preuves, et il ne reculera devant rien. » Il regarda Nova, qui dormait avec un des chiots blottis contre elle. La lumière du soir dessinait un halo doré autour de son museau. On doit agir dans l'ombre, comme elle, comme moi, autrefois. La nuit s'installa sur Bridlewood, plus épaisse que d'habitude. Un vent glacial sifflait à travers les branches, comme une alerte venue des bois eux-mêmes. Monroe verrouilla toutes les entrées du terrain, plaça des lampes à détection de mouvement autour de la maison et garda son téléphone chargé et à portée de main. Nova ne quittait plus l'intérieur de la clinique. Elle était plus nerveuse qu'avant, plus alerte encore. Chaque bruit, chaque craquement du bois faisait tressaillir ses oreilles. Les chiots, eux, dormaient paisiblement dans une petite caisse rembourrée, leur souffle profond et régulier. Chance, toujours en convalescence à Southwood, manquait à l'équilibre du petit groupe. Nova regardait souvent l'endroit où il dormait comme s'il lui manquait un morceau d'elle-même. Cette nuit-là, Monroe ne dormit pas. Il resta dans le vieux fauteuil, une tasse de café à la main, une couverture sur les genoux, le regard fixé sur la porte d'entrée de la clinique. Il n'attendait pas un événement. Il le savait inévitable. Vers 3 heures du matin, Nova se redressa brusquement. Elle bondit sur ses pattes, malgré la douleur encore présente dans sa patte arrière. Elle grogna, faiblement d'abord, puis plus fort. Une alerte. Monroe se leva aussitôt, posa sa tasse et prit la lampe torche près de la porte. Il éteignit toutes les lumières à l'intérieur. Le silence était total, à peine perturbé par le bourdonnement du frigo médical. Puis il entendit un cliquetis, léger, presque imperceptible, mais distinct. Quelqu'un essayait de forcer la serrure extérieure de la remise. Monroe se pencha vers Nova. « Tu restes là? Protège les chiots ?» Mais Nova n'obéit pas. Elle fit un pas, puis un autre, et se posta devant la porte, son corps tout entier tendu comme une flèche. Il comprit. Elle ne le laisserait pas y aller seul, comme s'il était son partenaire, son soldat. Alors, doucement, il ouvrit la porte latérale.
La pluie avait cessé, mais le sol était encore détrempé. Monroe longea le mur de la grange, les bottes crissant dans la terre mouillée. Et là, il vit une silhouette, grande, voûtée, vêtue d'un imperméable sombre. Elle s'acharnait sur la serrure de la remise avec un crochet métallique. Monroe alluma brusquement sa lampe, braquant le faisceau sur l'intrus. Pas un geste, l'homme recula, un bras levé pour se protéger les yeux. Puis il se retourna brusquement et s'enfuit dans l'obscurité. Monroe le poursuivit quelques secondes, mais son genou lâcha au bout de quelques mètres. C'est alors que Nova surgit du flanc de la clinique, fonçant comme une flèche dans la boue, ses crocs visibles, silencieuses comme l'ombre. Elle sauta, un bruit sourd, un cri bref, puis plus rien. Quand Monroe arriva, l'homme était au sol, Nova sur son torse, les dents à quelques millimètres de sa gorge. Il tremblait, les yeux écarquillés. « Dites à Ramsay que si vous posez encore un pied ici, ce chien ne mordra pas pour avertir », dit Monroe froidement. Il recula Nova d'un geste sec, lui ordonnant de rester. Elle obéit sans jamais détourner le regard de l'intrus. L'homme se releva lentement, couvert de boue, la joue en sang. Il ne dit pas un mot. Il prit la fuite dans la forêt, boitant. Le lendemain, le shérif Tilley prit des photos des traces de pas du crochet abandonné et des marques dans la terre. Il a envoyé un pion, dit-il simplement. Je ne peux pas prouver que c'était Ramsay. Pas encore, mais ça viendra. Clara revint de Southwood dans l'après-midi. Elle était restée auprès de Chance pendant l'opération, puis toute la nuit suivante. Le petit battait des records de résilience. Sa fréquence cardiaque était stable et il avait même remué la queue en voyant Clara. « Il est entre de bonnes mains », assura-t-elle à son père. « Mais il ne faut surtout pas qu'il revienne tant que la menace plane. » Elle embrassa Nova en passant. « Tu es une sacrée gardienne, toi. » Nova leva les yeux vers elle, un bref instant de confiance. Clara ouvrit son ordinateur portable. « J'ai quelque chose à te montrer. Pendant que j'étais à Southwood, j'ai contacté un journaliste d'investigation. Un ancien marine, lui aussi. Il a mené ses propres recherches. Et regarde ça !» Elle tourna l'écran vers Monroe. On y voyait un ancien reportage local daté d'1 an. Le sujet ? Une série de disparitions inexpliquées de chiens militaires en fin de carrière, tous déclarés inaptes, tous disparus sans laisser de traces, aucune enquête officielle, mais toujours dans les mêmes comtés. Et à chaque fois, une constante, une entreprise de réhabilitation canine privée, en lien indirect avec South Edge Landscape. C'est le même mode opératoire, dit Clara. Des chiens entraînés, reprogrammés ou éliminés. Sauf que Nova a survécu. Monroe se laissa tomber dans son fauteuil. « Tu comprends ce que ça veut dire ?» dit-il à voix basse. « Qu'on tient un réseau et qu'on a une preuve vivante. » Le lendemain, ils prirent une décision risquée. Faire sortir l'histoire. Clara envoya toutes les données aux journalistes de Southwood, y compris les photos de Nova, les blessures, le tatouage, les documents d'archives de Margaret. En moins de 24 heures, l'article fut publié sous le titre « Un vétéran, une chienne militaire et un réseau de silence ». Le téléphone de la clinique explosa. Des appels de journalistes, de vétérans, de familles qui reconnaissaient le même regard perdu dans les yeux de leurs anciens chiens de service. Même le bureau du gouverneur envoya une demande d'information. Mais le plus étrange, ce fut le silence de Ramsay. Pas un mot, pas de communiqué, pas d'avocat, rien, comme s'il se préparait. Pendant 2 jours, Bridlewood vibra au rythme de l'article. À la clinique, Monroe ne comptait plus les messages laissés sur le répondeur. Certains remerciaient Nova. D'autres suppliaient pour qu'on enquête sur leurs chiens disparus. Et quelques-uns, plus anonymes, respiraient la menace à peine voilée. Des silences trop longs. Des respirations audibles avant que l'appel ne raccroche, des textos étrangement codés, envoyés à 1h du matin depuis des numéros masqués. Nova, elle, sentait le changement. Elle ne dormait que d'un œil, se postait près de la porte d'entrée dès la tombée du jour et ne mangeait que si Monroe restait à ses côtés. La confiance qu'elle lui avait accordée n'avait pas effacé des mois de conditionnement brutal. Elle se battait chaque jour contre des fantômes que personne ne voyait. Mais Monroe la comprenait mieux que personne. Un matin, alors qu'il nettoyait les gamelles, un colis fut déposé devant la porte. Aucun nom, aucun timbre, juste une boîte en carton simple, attachée avec une ficelle. Clara, méfiante, l'observa de loin. « Tu veux que j'appelle le shérif ?» Monroe hocha la tête. « Non, si c'est ce que je pense, je dois le voir. » Il ouvrit lentement. À l'intérieur, une laisse en cuir usé et une médaille militaire, celle remise aux chiens tombés en service. Sur le revers, gravé dans le métal, un nom, Atlas, K9, Unité 17. Monroe sentit ses mains trembler. Il connaissait ce nom. Atlas,
avait été affecté au commandement spécial de Branson, une unité d'élite. Son dresseur, un vétéran du nom de Nathan Doyle, s'était suicidé quelques mois après la disparition de son chien. Et voilà que la médaille réapparaissait, non pas par hasard, mais comme un message, une menace silencieuse. « C'est Ramsay » souffla Clara. « Il te montre ce qui arrive à ceux qui fouillent trop profond ?»« Non » répondit Monroe, les yeux fixés sur l'insigne. « Il me dit qu'il a tué Atlas, qu'il recommencera. » Ils passèrent la journée à renforcer les défenses. Un voisin, ancien réserviste, prêta un système de caméras périmétriques. Le shérif Tilley envoya une patrouille tous les soirs. Mais Monroe savait que Ramsay n'agirait pas en plein jour. Ce n'était pas un amateur, c'était un homme méthodique, froid, et prêt à attendre le bon moment pour frapper là où ça ferait mal. Ce moment arriva le 3e soir. La clinique était calme, Nova dormait enfin, les 3 chiots lovés contre elle. Monroe rédigeait un rapport médical pour l'association vétérinaire du comté quand les caméras de sécurité grésillèrent. Clara, postée près de l'écran de contrôle, fronça les sourcils. Il y a une coupure sur la ligne nord. Monroe s'approche, l'image de la caméra côté ouest venait de disparaître, puis celle du sud. Il est là, dit-il, il brouille les signaux. Il courut verrouiller l'entrée principale, attrapa la radio posée sur l'étagère. Doug, ici Monroe. Nous avons une intrusion en cours, signal perdu sur 3 caméras. Mais aucun son ne lui revint. Papa, la radio, elle ne fonctionne plus. Il jura, se tourna vers Nova. Elle était déjà debout, tous ses muscles tendus. Aucun grognement cette fois, seulement un silence de prédateur. Puis un bruit, léger, une vibration. La vitre du côté gauche éclata dans un fracas. Un fumigène atterrit dans la pièce. Clara hurla. « Dans la cave !» cria Monroe. « Vite !» Il poussa les chiots dans la caisse d'évacuation, attrapa Nova par le collier et les fit descendre par la trappe de secours installée quelques mois plus tôt, une issue rarement utilisée mais toujours prête. En refermant la trappe, il aperçut une silhouette entrer par la porte brisée. Masque noir, lampe frontale, fusil paralysant. « Va-t'en !» cria Monroe. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. » L'homme pointa son arme. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Nova jaillit de l'ombre comme une flèche noire. Elle bondit, arrachant le masque du visage de l'intrus dans un hurlement de rage. Clara cria depuis la cave « Papa !» Le combat fut bref. L'homme s'effondra sous le poids de Nova. Monroe accourut, attrapa l'arme de poing tombée au sol et la pointa vers le second intrus qui venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. C'était Ramsay, pas en costume, pas en sourire. Un regard de glace, une arme à la main. « Repose cette chienne, Harris. Tu ne comprends pas ce que tu protèges. Je comprends que tu les as enterrés vivants. » Ramsay s'avança d'un pas. « Tu crois que c'est de l'abus ? C'est de la sélection. On élimine les instables, les défaillants. Nova était une erreur. Elle refusait les ordres. Elle a attaqué un supérieur. Parce qu'il frappait un vétéran. Et elle l'a défendu. Elle a fait ce que personne d'autre n'a osé faire. » Nova se plaça entre les 2 hommes, le regard fixé sur Ramsay. Il leva son arme, un bruit sec, un coup de feu, mais ce n'était pas lui qui avait tiré. Ramsay chancela, lâcha son arme, tomba à genoux. Derrière lui, le shérif Tilley abaissait son revolver. « Je vous avais dit de rester loin de cette propriété. » Clara surgit de la trappe, serrant les chiots contre elle, les larmes aux yeux. Ramsay, menotté au sol, murmura avant d'être emmené. « Vous croyez que ça s'arrête là ? Vous n'avez vu que la surface. » Mais Monroe n'écoutait plus. Il était agenouillé à côté de Nova, caressant son flanc, murmurant doucement. Elle n'avait pas une égratignure, pas cette fois. Cette fois, c'était elle qui avait gagné. L'ambulance emporta Ramsay sous escorte policière, le visage figé, le regard vide. Il n'avait pas crié, il n'avait pas supplié. Juste murmuré cette phrase étrange, presque prophétique, « Vous n'avez vu que la surface. » Mais pour Monroe, ce n'étaient que les derniers mots d'un homme qui savait qu'il avait perdu, et que son empire allait s'effondrer. Le shérif Tilley prit sa déposition dans la grange, tandis que Clara nettoyait les plaies superficielles de Nova. La chienne n'avait pas été blessée grièvement, mais Monroe voyait bien l'épuisement dans son regard. Elle tenait encore debout, par pure volonté. « Je ne comprends toujours pas comment vous saviez, » dit Tilley en terminant son rapport. « Comment vous avez pu anticiper tout ça ?» Monroe regarda Nova. C'est elle qui savait. Depuis le premier jour. Le lendemain, des agents fédéraux débarquèrent à Bridlewood, cette fois à visage découvert. Les mêmes visages que ceux qui étaient passés des jours plus tôt. Mais cette fois, ils n'étaient pas là pour poser des questions. Ils étaient là pour faire tomber un réseau. L'enquête, une fois déclenchée, explosa comme un feu de prairie. Ramsay n'était pas seul.
Il avait des complices dans plusieurs États, tous liés par un programme d'expérimentation comportementale illégale. Certains chiens jugés instables étaient utilisés pour des tests secrets, d'autres vendus à des milices privées. Les vétérans à qui ces chiens avaient été promis n'avaient jamais su la vérité, jusqu'à ce que Nova apparaisse. Elle était devenue l'anomalie, l'imprévu, la survivante qu'ils n'avaient pas pu effacer. Pendant les semaines suivantes, Monroe et Clara témoignèrent à plusieurs reprises. Les médias locaux puis nationaux relayèrent de l'affaire. Des vétérans de tout le pays vinrent à Bridlewood, certains avec des dossiers sous le bras, d'autres avec des souvenirs trop lourds à porter. Et à chaque fois, Nova les accueillait. Elle s'approchait, s'asseyait doucement à côté d'eux et levait les yeux. Et chaque fois, ils pleuraient, pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle les reconnaissait. Comme s'ils parlaient le même langage, la clinique se transforma, d'abord en centre d'accueil temporaire pour chiens récupérés du réseau de Ramsey, puis en structure à part entière, Aurora Sanctuarite nommée ainsi en hommage au nom militaire de Nova. Ce n'était plus seulement une clinique vétérinaire, c'était un refuge, un lieu de reconstruction, un pont entre ceux qui avaient été brisés et ceux qui n'avaient jamais cessé d'espérer. Monroe refusa plusieurs interviews télévisées. Il n'avait rien à prouver. Il passait ses journées à soigner, à réparer, parfois en silence, parfois en racontant une histoire à un chiot endormi dans ses bras. Mais un jour, alors qu'il nettoyait les enclos, Clara l'appela. « Papa, tu dois voir ça. » Sur son écran, une vidéo virale venait d'émerger. On y voyait Nova, couchée à côté d'un vétéran amputé, posant sa tête sur sa jambe prothétique. L'homme pleurait et disait à la caméra « Ce chien m'a compris en une seconde et j'ai passé 6 mois avec des psys qui n'ont jamais fait ça. Elle m'a regardé et j'ai su que j'étais toujours là. » La vidéo comptait déjà plus de 2 millions de vues. Des dons affluaient, des messages d'espoir, des propositions de bénévolat. Le nom de Nova devenait un symbole, non pas de guerre, mais de guérison. Un matin, alors que le soleil perçait la brume matinale, Monroe s'assit sur le banc en bois que Margaret avait autrefois peint à l'entrée du jardin. Nova vint s'asseoir à ses pieds, regardant l'horizon. Les chiots avaient bien grandi. Chance, de retour de Southwood, jouait désormais avec ses frères, plus fort, plus vif que jamais. Monroe posa sa main sur la tête de Nova. « Tu sais, il y a longtemps, j'ai cru que ma guerre était finie, que je n'étais plus utile. Et puis tu es arrivé, tu m'as forcé à me lever, à recommencer. Tu ne m'as pas sauvé, Nova, tu m'as réveillé. » Elle tourna la tête vers lui, et pendant une seconde, il vit ce qu'il n'avait jamais su nommer. Une conscience tranquille, une lumière enfin libérée de l'ombre. Le sanctuaire organisa alors une cérémonie, discrète mais symbolique. Des vétérans, des familles, des enfants. Chacun tenait une photo, une médaille, un collier. Pour tous les chiens disparus. Pour tous ceux qu'on avait oubliés. Une plaque fut dévoilée au centre du jardin. À ceux qui ont servi sans jamais poser de questions. Et à ceux qui ont aimé sans jamais trahir. Nova s'assit devant la plaque, les chiots autour d'elle, Monroe derrière. Il ne dit rien, il n'en avait pas besoin. Tout était là. Mais alors que le public commençait à se disperser, une femme s'approcha de Clara. D'une quarantaine d'années, tailleur sobre, regard perçant. « Je m'appelle Rachel Vaughn, département des anciens combattants. Je ne suis pas ici au nom du gouvernement, je suis ici pour proposer quelque chose. » Clara fronça les sourcils. « À propos de quoi ?» Rachel regarda Nova. « À propos d'elle, et de ce qu'elle pourrait accomplir si elle acceptait de revenir. » Clara jeta un regard instinctif vers Nova, qui jouait à quelques mètres avec les chiots sous le vieux chêne. Sa posture, même détendue, restait alerte. Chaque mouvement de ses petits était observé, protégé. Une mère, une sentinelle, un soldat. « Revenir ?» demanda Clara prudente. « Vous voulez la renvoyer dans un programme militaire ?» Après tout ce qu'elle a vécu, Rachel Vaughn hocha doucement la tête sans se démonter. Pas un programme militaire, un programme expérimental, mais volontaire, pas de guerre, pas d'armes, des missions de soutien pour des vétérans suicidaires, dans des hôpitaux où les thérapeutes échouent depuis des années. Le simple contact de Nova, ses réactions, son instinct, pourrait sauver des vies. Nous avons besoin d'elle. Clara sentit monter en elle une vague de résistance. Elle a déjà tout donné, plus que ce qu'on pouvait lui demander. Elle mérite la paix. Mais c'était Monroe, en retrait jusqu'ici, qui s'approcha alors. Son regard était calme, mais son dos bien droit. Et si c'était elle qui décidait? Rachel se tourna vers lui. C'est exactement pour ça que je suis venu, pas pour la forcer, pour lui offrir le choix. Pendant les jours qui suivirent, Monroe observa Nova plus attentivement encore.
Il vit comment elle se tenait auprès des anciens soldats en visite, comment elle repérait celui ou celle qui avait besoin de compagnie, comment elle posait la tête sur une jambe, sur une main, et restait immobile aussi longtemps qu'il le fallait. Il vit aussi qu'elle ne jouait jamais avec ses chiots plus de quelques minutes. Elle n'était pas seulement une mère, elle était quelque chose d'autre, une présence, une mission. Une nuit, alors qu'il notait des observations dans un carnet au coin du feu, Nova vint s'asseoir près de lui. Elle le fixa sans bouger. Puis elle posa sa tête sur son genou, comme pour dire « Je suis prête. Tu veux y retourner ?» murmura-t-il. « Pas pour eux, mais pour ceux qui t'attendent encore. » Elle cligna lentement des yeux, et il comprit. La décision fut prise. Rachel Vaughn organisa le transfert dans une unité de soins spécialisée située dans les montagnes de Vermont. Un endroit calme, médicalisé, entouré de forêts. Nova y serait libre. Pas d'enclos, pas d'ordre, mais des gens, des âmes cassées, qui avait besoin d'elle. Le départ ne fut pas facile. Clara pleura en silence, ses bras autour du cou de Nova. Les chiots, maintenant sevrés, couraient autour sans comprendre. Monroe, lui, s'agenouilla devant elle une dernière fois. Il ne dit rien. Il posa juste son front contre celui de Nova. Et pendant un instant, tout ce qu'ils avaient traversé ensemble devint silence. Et évidence. Rachel emmena Nova dans une voiture sans marquage. Aucun dispositif spécial. Juste une cage ouverte et un coussin moelleux. 3 jours plus tard, Monroe reçut une lettre. Elle a trouvé sa place dès la première heure. Il y a un patient, un ancien pilote, qui ne parlait plus depuis 9 mois. Elle s'est assise à côté de lui. Il a murmuré son prénom à elle, Nova. Depuis, il mange, il marche, elle dort à côté de son lit. Nous avons commencé à croire à des choses que nous pensions impossibles. Merci de nous l'avoir confié. À Bridlewood, la vie reprit doucement. Les chiots furent tous adoptés par des familles de vétérans. L'un d'eux, Chance, resta à la clinique comme chien thérapeutique. Il avait hérité du calme de sa mère, mais aussi de sa détermination. Monroe installa une nouvelle photo dans son bureau. Nova, couchée sur un porche de bois, les montagnes en arrière-plan, un ancien combattant à ses côtés. Il regardait la même ligne d'horizon. Clara entra un matin avec une tasse de café. « Tu penses qu'elle reviendra ?» demanda-t-elle. Monroe sourit. « Elle est déjà partout ici. » Il posa une main sur le carnet de Margaret. Il y ajouta une dernière note. « Elle ne m'a pas sauvé. Elle m'a redonné une mission. Comme si Margaret m'avait envoyé cette chienne pour m'empêcher de m'éteindre à petit feu. Et à travers Nova, elle a continué à aimer ce monde. » Le printemps arriva lentement à Bridlewood. Les arbres se garnissaient de bourgeons, et l'air sentait à nouveau la terre fraîche et les feuilles mouillées. La clinique était plus calme désormais. Pas parce que les choses s'étaient arrêtées, mais parce qu'elles avaient trouvé leur rythme. Un rythme apaisé. Clara supervisait les adoptions avec une efficacité silencieuse. Elle avait découvert dans ce combat un sens profond, un prolongement de l'héritage de sa mère et une forme nouvelle d'engagement. Elle avait même commencé à tenir un journal de terrain où elle documentait chaque comportement, chaque progrès, chaque interaction. Un jour peut-être cela deviendrait un livre. Chance, lui, était devenu la mascotte du centre. Il se déplaçait d'un patient à l'autre avec une aisance désarmante. Il savait quand poser la tête sur une main tremblante, quand juste rester allongé sans rien faire. Clara plaisantait parfois en disant qu'il avait hérité de l'âme de Nova. Mais Monroe savait que Nova n'était pas partie. Elle avait simplement continué son chemin, ailleurs. Il reçut des lettres de Rachel Vaughn presque chaque semaine. Toujours sobre, mais dense en émotions. Dans l'une d'elles, elle écrivait « La présence de Nova ici a transformé plus qu'un établissement. Elle a réveillé des hommes, rappelé des femmes à elle-même. Un vétéran l'a surnommée « la sentinelle des silences ». Elle ne parle pas, mais elle écoute tout. Elle comprend ce que même nos psychiatres ne perçoivent pas. Elle ne guérit pas par miracle. Elle guérit par fidélité. Ces mots résonnaient profondément en Monroe. Il passait encore du temps chaque soir dans la pièce où Nova dormait auparavant, par habitude, par respect, par amour. C'était devenu une sorte de rituel. Un jour, alors qu'il réparait une clôture derrière l'étable, un jeune homme s'arrêta près du portail. Vêtu simplement, sac à dos sur l'épaule, il semblait hésitant. « Vous êtes... Monsieur Harris ?» demanda-t-il. Monroe se redressa, essuya ses mains et hocha la tête. Le jeune homme s'approcha, il tendit une lettre. « Elle m'a dit de venir ici. Elle m'a regardé et j'ai su. Elle m'a léché la main, puis elle s'est tournée vers la photo de vous sur la cheminée. J'ai compris. Je n'ai pas su quoi faire pendant longtemps. Mais je crois que je suis prêt. » Il s'appelait Ben Foster, 26 ans, ancien opérateur radio dans une unité isolée du Pacifique.
traumatisé par une opération qui avait mal tourné. Il n'avait parlé à personne depuis 2 ans, jusqu'à Nova. Et maintenant, il était là. Monroe ne posa pas de questions. Il lui montra la grange, la salle de soins, le potager derrière la clinique, puis il lui désigna un petit cabanon. Il n'est pas grand, mais il est sec, et les oiseaux aiment chanter par ici. Tu peux rester le temps qu'il faut. Ben hocha la tête, aucun mot. Mais dans ses yeux, il y avait déjà une étincelle. Dans les semaines qui suivirent, d'autres vétérans arrivèrent, pas en foule, pas en crise, mais un à un, guidés par une rumeur. Une rumeur sur un sanctuaire où un vieux vétérinaire et une chienne avaient choisi de reconstruire ce que la guerre avait brisé. Et chacun repartait différent. Un matin, alors que Monroe s'apprêtait à sortir les gamelles, une enveloppe fut glissée sous la porte. Aucun timbre, aucun nom. À l'intérieur, une photo, Nova, couchée au bord d'un lac. À ses côtés, une petite fille en fauteuil roulant, la main posée sur son flanc. Toutes deux regardaient l'eau, l'horizon. Et derrière, une phrase manuscrite. Elle a choisi de rester, mais elle n'oublie rien. Monroe sentit sa gorge se nouer. Il glissa la photo dans un cadre, juste à côté du portrait de Margaret. Et il murmura pour lui-même « Alors moi non plus !» Le soir tomba doucement sur Bridlewood, enveloppant le sanctuaire d'une lumière dorée et apaisante. Le vent faisait doucement bruisser les feuilles, et dans l'air flottait ce parfum particulier du bois ancien, de la terre chaude et de quelque chose d'indéfinissable. Peut-être la paix. Monroe s'assit sur le vieux banc en bois, celui qui faisait face à la stèle. Sur la pierre gravée, les mots n'avaient pas changé. À ceux qui ont servi sans jamais poser de questions, et à ceux qui ont aimé sans jamais trahir. Autour de lui, les chiens jouaient en silence. Chance veillait sur les plus jeunes, tel un grand frère patient. Ben aidait Clara à porter des sacs de croquettes vers l'enclos. Et dans la lumière du crépuscule, la vie semblait plus lente, plus dense. Comme si tout le monde avait enfin compris que le calme n'était pas un luxe, mais un droit qu'on gagne à force de blessures et de résilience. Monroe ouvrit un carnet noir, celui qu'il avait commencé à remplir le jour où Nova avait creusé pour retrouver ses chiots. Il y nota simplement « Ce sanctuaire n'est pas un endroit, c'est une promesse, celle qu'aucun être loyal ne sera jamais abandonné, ni homme, ni femme, ni chien. Nova n'a pas seulement survécu, elle a transmis. Elle est devenue mémoire vivante. Et nous, ici, nous sommes ses témoins. » Plus tard dans la nuit, après avoir éteint les lumières extérieures, Monroe se rendit dans la grange. Il y restait parfois des heures, pas pour travailler, juste pour écouter, pour sentir, pour se rappeler. Il s'assit dans un fauteuil en cuir usé, posé à côté de la cheminée. Sur la tablette, le cadre de Nova, et à côté, celui de Margaret. 2 regards différents, mais la même force tranquille, la même loyauté silencieuse. Il prit une profonde inspiration. Il pensa à tout ce que cette chienne avait traversé, à tout ce qu'elle avait éveillé en lui, aux cicatrices anciennes qu'elle avait rouvertes, pour mieux les refermer ensuite. Et soudain, comme porté par une pulsation lointaine, il entendit quelque chose, un souffle. Pas réel, mais là quand même. Il ferma les yeux, et il vit Nova, pas comme elle était à la fin, mais comme elle était à leur premier vrai échange, l'orage, la terre, les chiots, et son regard, ce regard qui ne demandait rien, mais qui offrait tout. Il murmura alors, comme on le fait dans une prière, « Tu n'étais pas un chien, tu étais la dernière lumière avant la nuit. » Le matin suivant, Monroe et Clara inaugurèrent une nouvelle aile du sanctuaire. Un bâtiment sobre, tout en bois, avec des baies vitrées donnant sur les collines. À l'intérieur, des chambres calmes, des fauteuils profonds, et des murs remplis de photos de chiens de service, tous revenus d'un passé que personne n'osait interroger. Au-dessus de l'entrée, une plaque « Unité Nova pour les âmes blessées et les cœurs indomptables ». Le lieu devint rapidement un repère, pas pour fuir, mais pour recommencer. Et au fil des mois, la mémoire de Nova s'inscrivit dans les gestes de chacun, dans les pauses silencieuses à l'ombre du chêne, dans les regards échangés entre vétérans sans qu'aucun mot ne soit prononcé, dans les petites attentions quotidiennes, et surtout, dans chaque seconde offerte à un chien qui n'avait pas encore trouvé sa place. Un an jour pour jour après l'arrestation de Ramsay, Monroe reçut une dernière enveloppe. Elle ne contenait qu'un dessin. Un enfant assis sur un tapis caressant Nova, au-dessus d'eux, un ciel étoilé. Pas de texte, pas de signature, mais au dos, 3 mots écrits en lettres rondes, « Elle veille encore ». Et alors que Monroe regardait ce dessin, le soleil filtra à travers les vitres de la clinique. Un rayon tiède, doux, presque vivant. Il sourit. Et dans ce sourire, il y avait Margaret. Il y avait Nova.
Il y avait toutes les blessures, tous les départs et toutes les renaissances. Et surtout, il y avait la promesse que personne ne serait plus jamais seul. Pas tant qu'il continuerait à aimer comme elle avait aimé.